Il est 13 h, c'est l'édition de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. Crise russo-ukrainienne, le président Macky Sall plaide pour le dialogue pour un cessez-le-feu. Le groupe africain de médiation a rencontré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, propose un plan de sortie de crise. Les détails à suivre avec nos envoyés spéciaux. Tabaski 2023, les besoins du Sénégal évalués à 810 000 moutons, un excédent de plus de 30 000 têtes comparé à l'année dernière, assure le Premier ministre. Belle ambiance également chez les tailleurs. Les couturiers maîtrisent le rush à 2 semaines de la fête. Reportage à suivre. Football Sénégal-Bénin, c'est cet après-midi, 19 h GMT, en direct sur la RTS à quelques heures de la rencontre. Les Lions affichent confiance et sérénité pour ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Le sélectionneur national était hier face à la presse, vous l'entendrez. Bienvenue à tous. Le groupe africain de médiation pour la paix en Ukraine a rencontré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a proposé un plan de sortie de crise composé de 10 points. Parmi ces 10 points figure le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la libération des prisonniers politiques, l'arrêt immédiat des bombardements russes et la reconstruction de l'Ukraine. Le président Macky Sall, de son côté, a plaidé pour le dialogue afin d'aboutir à un cessez-le-feu. Envoyés spéciaux à Kiev et la Maliknian, Papa Biram Bigindiaï. L'apparition du président Volodymyr Zelensky dans l'antre du palais de Kiev laisse entrevoir l'image d'un vrai chef de guerre, toujours avec sa légendaire tenue de combattant, proche de ses hommes. Il dégage une mine sereine et confiante. Par moments, laisse échapper un petit sourire dans un moment sympathique avec les médias en face de lui. Une belle ambiance qui précède l'arrivée des leaders africains. C'est le Premier ministre égyptien qui ouvre le bal. Suivi du président de la Zambie. Et quand le président de la République, Macky Sall, fait son apparition sur le tapis rouge du palais de Kiev, la poignée de main est historique. Le prestige d'une puissance diplomatique dont l'aura et la grandeur reflètent l'image d'un Sénégal porté par un leadership. Leadership et vision. La vision du président Macky Sall avec une politique étrangère qui place la paix au rang des priorités. La paix en Afrique et dans le monde. Son action pour la fin de la guerre en Ukraine rejoint une volonté commune du groupe de médiation africaine pour un cessez-le-feu, dont la guerre en Ukraine. Nous sommes venus écouter. Nous sommes venus avec la volonté de parler avec le président Zelensky, considérant l'appréciation que nous avons faite du plan de paix qu'il a déjà proposé, son plan de paix, en 10 points, sur lequel nous avons vu des convergences, sur lesquelles nous pouvons bâtir une démarche. La première convergence, c'est l'acceptation par tous du principe de la souveraineté des États et du respect des frontières de tous les États. À partir du moment où cette convergence, nous l'avons avec son plan, le reste, nous estimons devoir poser des discussions avec lui et avec la partie russe. Le reste, c'est les questions humanitaires, c'est la question des prisonniers, la question des enfants, c'est la question des céréales. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'Afrique est venue avec son plan de paix. Nous avons l'intention de finir le plus vite possible la guerre. C'est pourquoi, quand on parle de la formule de la paix, nous avons parlé justement, je voudrais voir formaliser l'organisation de ce sommet, ce qui n'est pas facile à faire, car on voudrait bien d'inviter le maximum des États. Mais de toute manière, notre vision est commune en ce qui concerne l'attitude envers le statut des Nations Unies, le retour des enfants, l'échange des prisonniers. Il y a pas mal de choses où nous pouvons travailler ensemble avec nos collègues. Le rôle du Sénégal et de son leader est déterminant dans les pourparlers. Macky Sall est en terrain connu pour avoir été le premier leader africain à amorcer une démarche de paix en portant les préoccupations africaines au Kremlin. Aujourd'hui, c'est une nouvelle paire de manches pour aboutir à un cessez-le-feu.
au moment où cette visite des leaders africains reste marquée surtout par des frappes dans la capitale, Kiev. Aujourd'hui, lors de notre visite, nous avons entendu les frappes de missiles. Une telle activité ne contribue pas au règlement du conflit. C'est pourquoi nous parlons de désescalade de deux parties, de deux côtés. Nous devons faire attention tout d'abord que ces frappes de missiles signifient ou témoignent de l'esprit que M. Poutine ne contrôle pas du tout son armée, y compris les mercenaires de Wagner. Les leaders des autres pays ont décidé d'aller dans le pays qui a aujourd'hui organisé ces frappes de missiles. Est-ce que c'est une action logique ou non? Nous avons en parlé aujourd'hui. Vous êtes les leaders de pays libres et c'est votre choix. Le président ukrainien met sur la table beaucoup d'exigences comme préalable à toute discussion avec la Russie. Volodymyr Zelensky pose comme principale condition le départ des troupes russes du territoire ukrainien dans des zones stratégiques. Les collègues qui veulent aller voir Poutine, mais justement, faites la démonstration. Laisse partir les prisonniers politiques, nos habitants de Crimée, qui sont arrêtés par les Russes depuis 2014. Adressez-vous aux autorités russes qu'ils libèrent les prisonniers politiques ukrainiens. Nous comprenons votre point de vue. Nous comprenons que votre pays est occupé, il y a des morts, il y a des destructions massives. Donc pour vous, la réponse, c'est la guerre pour sortir l'envahisseur. C'est ce que vous avez dit. Mais nous pensons, au même moment que vous vous battez, il faut laisser un couloir au dialogue pour arriver à la paix. Donc ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Et nous ferons la même démarche, exactement la même auprès du président Poutine. Demain, nous lui dirons que nous pensons que la solution va passer par les principes des Nations Unies que nous avons en partage, la Russie étant membre permanent du Conseil de sécurité. Donc je crois qu'il n'y a pas péril en la demeure. L'initiative africaine est une initiative de bonne volonté, de bons offices pour trouver une issue à cette guerre. La voie du dialogue, oui, un règlement pacifique et une issue diplomatique, voilà ce que propose le président Macky Sall. L'Afrique pose ainsi un acte historique, un rendez-vous avec l'histoire. Elle s'écrit ici et maintenant, et le Sénégal peut être fier de son leader, le président Macky Sall, grand artisan de cette mission africaine pour la paix. Voilà, le groupe africain de médiation qui a rencontré hier le président ukrainien chez nous pour parler de la Tabaski 2023. Cette année, le marché du mouton est excédentaire de plus de 30 000 têtes comparé à l'année dernière, même si un déficit est encore noté à Dakar. Assurance du Premier ministre, ministre de l'Élevage Amadou Ba. Les détails avec Mamadou Sakine. L'inquiétude sur l'approvisionnement correct du pays en moutons est grande vu le contexte actuel. Mais la bonne nouvelle a été annoncée vendredi par le Premier ministre, par ailleurs ministre de l'Élevage. S'agissant particulièrement des moutons, je puis vous dire qu'aujourd'hui le marché est approvisionné, il est excédentaire, sauf qu'on a un déficit à Dakar. Mais globalement, en tout cas jusqu'à hier, le marché était excédentaire de plus de 30 000 moutons comparé à la même date que l'année dernière. Il est toutefois noté un gap à Dakar, mais qui est en train d'être rattrapé. Nous avons un gap aujourd'hui sur Dakar, expliqué par certainement la situation que nous avons vécue, mais globalement, les éleveurs, en tout cas ce qu'on appelle communément les Tefanké, ont aussi une stratégie commerciale. C'est de venir à Dakar au dernier moment, la semaine qui précède. Je puis vous annoncer que depuis le week-end, ce n'est pas moins de 4 000 moutons qui entrent à Dakar tous les jours. Donc la situation devait se normaliser
d'autant qu'au niveau national, le marché est excédentaire. Maintenant, nous travaillons au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'élevage, à une correcte répartition des moutons sur l'ensemble des marchés. Au niveau de Dakar, la demande tourne autour de 290 000 moutons, disons 300 000. Donc je pense que le compte sera bon. Le besoin du Sénégal est évalué à 810 000 moutons cette année. Au-delà de l'élevage local, notre pays compte sur les pays voisins pour un approvisionnement correct. Une mission du ministère de l'élevage s'est d'ailleurs rendue cette semaine à Mauritanie dans ce sens. Mamadou Sakine, vous l'avez dit, cette année, les besoins du Sénégal sont évalués à 810 000 moutons, déjà plus de la moitié disponible sur l'ensemble du territoire. Une délégation gouvernementale s'est même rendue en Mauritanie pour les besoins de la Tabaski. Seulement, à Dakar, la situation est déficitaire et certains points de vente ne sont plus opérationnels dans la capitale. Le point dans le dossier du week-end avec Ibrahim Andong. Où sont passés les habituels occupants des lieux totalement introuvable à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir? Pourtant, à 2 semaines de la fête de Tabaski, les 2 voies Liberté 6 étaient complètement occupées par les moutons. La raison, l'aménagement du site. Un site d'une capacité d'accueil de 15 à 20 000 sujets. Un nombre important qui sera désormais délocalisé sur un autre point de vente. Un tour à l'esplanade du stade Léopold Sédar Senghor nous permet de découvrir un décor inhabituel à pareil moment. Ici, mécaniciens et autres occupants dominent l'espace pour l'un des plus grands points de vente de Dakar. On ne voit pas beaucoup de moutons ici. C'est parce qu'il n'y a plus de place. Du fait que les places sont occupées par les voitures, les mécaniciens. Si l'État pouvait nous aider à les déguerpir, ça permet à certains éleveurs de venir. Mais pour l'instant, ils n'ont pas où exposer leurs moutons. Une équation à résoudre pour la capitale qui a un besoin de 260 000 têtes. L'année dernière, à pareil moment, Dakar avait reçu 80 000 moutons, contrairement à cette année où 41 000 têtes sont enregistrées, soit la moitié. Nous ne sommes pas inquiets parce que jusqu'à présent, nous avons des explications. Les explications, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours à Dakar, voilà, qui a créé une insécurité. Vous savez que il y a une bonne partie du cheptel de Dakar qui sort des maisons, des terrasses de Dakar. Ce qu'on voyait déjà dans un premier temps, avant que les Tchogal et les opérateurs qui viennent de l'intérieur du pays et de l'étranger n'arrivent dans les 10 derniers jours ou la dernière semaine. Pour avoir une idée plus claire de la situation hors de Dakar, direction la commune de Ngoundiane, à 85 km de la capitale, dans la région de Thiès. 1 heure aura suffi pour arriver à destination. Nous sommes à Sewekhaï, le plus grand marché à bétail de la capitale du rail. Mais le constat sur les lieux n'est pas du tout rassurant. La situation actuellement est un peu critique pour nous, car qui connaît Sewekhaï sait bien qu'en pareil moment, les moutons étaient visibles à perte de vue. Certains des vendeurs habituels ne sont pas encore arrivés. Beaucoup de vendeurs ne sont pas encore là, mais ne vous fiez pas à ce que vous voyez à cette heure. Le marché sera bien approvisionné. Mamadou est un fidèle client qui peine aujourd'hui à avoir son mouton. Les moutons sont vraiment chers. On parle de 160 à 180 000 francs CFA. Difficile de voir un mouton de 120 000 francs CFA. Malgré ce constat, la situation au niveau national est jugée normale selon les autorités. Car sur les 810 000 sujets, plus de la moitié est déjà disponible. Nous sommes à 411 000 sujets plus exactement. Et nous avons donc un surplus de 10 000, 12 000 sujets de plus par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est un indicateur qui nous montre que malgré les appréhensions, en tout cas jusqu'à présent, nous sommes dans les bonnes tendances des années antérieures. Une bonne tendance qui n'empêche pas les autorités à jouer la carte de la prudence. Une délégation conduite par le ministre Samba Ndiobenka s'est rendue en Mauritanie pour les besoins de la Tabaski. Nos besoins d'importation sont évalués pour cette année à 300 000 têtes de moutons. Mesdames, Messieurs, il me plaît de l'appeler aux autorités et opérateurs mauritaniens que M. Amadouba, Premier ministre, à travers sa lettre circulaire du 18 avril 2023,
a reconduit toutes les mesures nécessaires à même de faciliter l'exportation de moutons vers le Sénégal. Une facilitation qui s'articule autour de plusieurs aspects. Il s'agit notamment de l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, de l'assouplissement des contrôles, ainsi que la durée d'application des dispositions de cette lettre circulaire qui est de 105 jours, dont 60 jours avant la fête et 45 jours après la fête. Il a également instruit l'ensemble des ministères concernés pour assurer de bonnes conditions d'accueil aux opérateurs mauritaniens. Il s'agit notamment de l'aménagement des points de vente dotés de toutes les commodités requises, éclairage, eau, toilettes mobiles, produits d'hygiène, j'en passe, mais aussi de la mise à disposition d'aliments de bétail subventionnés et de la sécurisation des personnes et des biens. Des avantages, sources de motivation et de garanties pour les opérateurs de la République islamique de Mauritanie. Ça nous arrange très bien. Nous sommes vraiment contents des termes du contrat. Le Sénégal et la Mauritanie constituent un seul peuple, car nous entretenons de bonnes relations. Frère Sénégal, notre pays Sénégal, parce que la Mauritanie et le Sénégal, c'est le même pays. Donc, nous sommes contents trop, nous sommes contents pour le contrat, Ce qui veut dire que si tous les engagements sont respectés, les Sénégalais n'auront pas de souci à se faire pour passer une bonne fête de Tabaski. Mais en attendant, la star du moment se fait encore désirer. Et nous parlons en attendant d'un autre sujet, le télépaiement, service par lequel transitent plus de 80% des recettes de la DGID. Il reste actif après le mot d'ordre de grève du syndicat des agents, des impôts et des domaines. La direction générale affirme que la continuité du service est garantie. Un constat dans ce reportage de Amadou Diallo. Effectivement, des mesures ont été prises pour assurer la continuité du service. Et ces mesures, en réalité, ont même été prises bien avant même le mot d'ordre de grève. À la DGID, Direction générale des impôts et des domaines, le travail continue malgré la grève du syndicat. Les guichets fonctionnent normalement en ce jour du 15 juin, une date importante pour la DGID. La journée du 15 juin est une journée très importante pour la DGID. Compte tenu de l'échéance de paiement des impôts et taxes. Mais ce n'est pas seulement une échéance simple, mais ça coïncide également avec le paiement du solde de l'impôt sur les sociétés et du solde de l'impôt sur le revenu qui est, voilà, donc c'est une journée très cruciale pour la DGID. Le système de télépaiement reste toujours accessible pour les contribuables. 80%, je dirais même 87% des recettes de la DGID passent par le télépaiement. Des entreprises qui font plus de 2 milliards de chiffre d'affaires sont aujourd'hui dans les téléprocédures et donc elles utilisent ces canaux-là pour faire et leur télédéclaration et leur télépaiement. Vous prenez également les entreprises de la DME. La DME, c'est la direction des moyennes entreprises. Une bonne frange de cette population fiscale est également aux téléprocédures. Les citoyens continuent à s'acquitter en toute sérénité de leurs obligations fiscales. La Direction générale des impôts et des domaines garantit la continuité du service, et ce, en toutes circonstances. Et nous parlons à présent sport football Sénégal-Bénin. C'est cet après-midi à 19h GMT. C'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. À quelques heures justement de la rencontre, les Lions affichent confiance et sérénité. Assurance du sélectionneur national Aliou Cissé. À leur arrivée hier à Cotonou, ils ont été accueillis à l'aéroport par la communauté sénégalaise vivant sur place et les supporters béninois. Ibrahim Mboup. Comme d'habitude, les Lions du Sénégal ont voyagé à bord d'un vol spécial. À leur arrivée à l'aéroport de Cotonou, un accueil très chaleureux. Un accueil à la mesure de leur statut de champion d'Afrique. La star de l'équipe nationale, Sadio Mané, était la grande attraction. C'est le quotidien de cette équipe nationale, j'ai envie de dire, depuis
depuis 5-6 ans, pour ne pas dire depuis 20 ans. En réalité, le Sénégal a toujours été attendu alors qu'on n'avait pas encore gagné de trophée majeur. Maintenant, effectivement, le fait qu'on ait gagné un trophée majeur et à 100 dans cette équipe nationale de très grands joueurs où toute l'Afrique en est fière et qu'on a envie de voir. C'est vrai que partout où nous nous déplaçons, il y a toujours cette ferveur-là des Béninois, supportent l'équipe du Sénégal, des Sénégalais, des Ivoiriens, partout dans le monde aujourd'hui. Cette équipe-là donne de la fierté et nous en sommes très, très, très fiers. Le Sénégal est déjà qualifié en Coupe d'Afrique depuis le mois de mars. Mais Aliou Cissé et ses hommes veulent continuer sur la même dynamique devant les guépards du Bénin sans les regarder de haut. C'est pour cela que je vous dis qu'on vient ici avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de concentration pour faire le meilleur résultat possible. Loin de nous de sous-estimer cette équipe, malgré qu'il y a beaucoup de changements entre l'équipe de 2019 et l'équipe de 2023. Je pense qu'il faut l'aborder avec le plus grand des sérieux, parce qu'on a un adversaire qui joue quelque chose. Certes, c'est vrai que nous, on est qualifiés, mais on représente quand même notre pays, on défend nos couleurs, donc on se doit de tout donner et d'avoir un résultat. La conférence de presse d'avant-match n'a pas trop duré, tout juste 7 minutes. Dans la foulée, les Lions ont effectué leur dernière séance d'entraînement dans la soirée. Auparavant, ils ont été accueillis à l'hôtel dans la pure tradition béninoise. Un fair play à l'africaine. À Sénégal, Bénin à suivre à partir de 19h en direct et en exclusivité sur votre télévision nationale. Place maintenant à l'actualité régionale. L'APS se déploie à l'intérieur du pays. L'agence de presse sénégalaise a un nouveau bureau régional à Louga. Il a été inauguré par le directeur général en présence des autorités administratives de la région à l'ambition de la direction générale et le maillage du territoire national. Les éclairages de Moussa Mané. Un bâtiment qui vient de faire peau neuve, un cadre adéquat pour permettre aux équipes du bureau régional de Louga de l'agence de presse sénégalaise de travailler dans des conditions meilleures. La rénovation de ces locaux entre dans le cadre d'un vaste programme initié par le directeur général. Il faut que nos équipes soient dans de bonnes conditions de travail. Et pour cela, il faut effectivement des bureaux. C'est pour cela aussi qu'on a engagé ce chantier de réhabiliter et de réouvrir nos bureaux qui étaient fermés depuis quelques années pour certains. Pour le bureau de Louga, il y a quelques mois, il était inaccessible. Le bureau était complètement délabré. Et la direction générale a décidé de le réhabiliter, de le rendre fonctionnel et de le mettre à la disposition d'une équipe. Sous l'impulsion de son directeur général, l'agence de presse sénégalaise ambitionne de faire revivre l'actualité des régions en exploitant les potentialités du Sénégal des profondeurs. Objectif, mettre à la disposition des Sénégalais une information de qualité. C'est très simple. L'État du Sénégal a décidé de nous accompagner. Le chef d'État a fait d'énormes efforts pour l'agence de presse sénégalaise, en la repositionnant en tant que société nationale maintenant, mais en nous allouant aussi un budget quand même satisfaisant, que nous voulons qu'il soit bien sûr renforcé. Mais pour l'instant, on a la possibilité de produire de l'information certifiée de qualité et en grande quantité. Notre niveau de production aujourd'hui est presque triplé, ne serait-ce que le dernier trimestre du mois de l'année 2023. Donc, nous mettons à la disposition du grand public d'abord, mais surtout des médias, de cette information, comme j'ai dit, de grande qualité. Pour atteindre ces objectifs, la direction générale a pris l'option de mettre en place un bureau. À sa tête, un chef avec un personnel technique, tel qu'un photographe, un caméraman, un monteur, entre autres. Pour ce qui est du nouveau chef du bureau régional, nous en ferons un partenaire privilégié du CRD parce que le gouverneur a besoin que ce qu'il est en train de faire en termes de mise en œuvre des politiques publiques au niveau de la circonscription soit connu de l'opinion nationale comme internationale.
Monsieur le chef régional donc, de l'agence, nous vous tendons la main et nous vous intégrons officiellement au sein du CRD. Avant de quitter la capitale du Ndjambour, le directeur général de l'APS et sa délégation ont rendu visite à la famille du Khalif Thierno Bachir Tal. Ici, Thierno Amadoussi a informé les représentants du Khalif de l'ouverture de l'agence régionale. Il a sollicité des prières pour un rayonnement de l'APS. Voilà, l'APS qui ambitionne de se déployer partout dans le Sénégal. Autre sujet, la journée mondiale de l'enfant africain célébrée cette année du 16 au 24 juin. Une occasion pour la rédaction d'aller à la rencontre des enfants récupérateurs de métaux à Sébikotane, une activité qu'ils exercent au péril de leur vie. C'est un reportage de Mariam Biramba. Des images inédites. Ces scènes se déroulent à Sébikotane, près de la Société métallurgique d'Afrique, Someta. Âgés entre 7 et 15 ans, ces mômes, à l'âge d'aller à l'école, escaladent ces camions à la recherche de ferraille qu'ils vont revendre à leurs risques et périls. Animés par l'insouciance et l'inconscience, ces enfants, de ou dans la rue, ne sont motivés que par l'appât du gain. 24 heures sur 24, ils sont là. Ce sont des enfants qui n'hésitent même pas à passer la nuit ici. C'est vraiment un danger public. Les moins costauds font la collecte dans ces résidus. Parfois, c'est un jeu de cache-cache avec les agents de l'usine. Ils semblent réfractaires à toute approche, mais après quelques minutes, ils acceptent de nous parler. À 14 ans, Amadou Boiro, ramasseur de ferraille, est déjà un as en la matière. Ici, il est considéré comme le patron du groupe. Je viens de la Casamance. Je suis là depuis 2015. Il arrive parfois que les choses se déroulent favorablement, mais d'autres fois, elles prennent une tournure moins favorable. Nous les revendons principalement aux dépanneurs locaux. Le reste de notre marchandise est vendu aux usines. Mes parents sont à Casamance. Tout comme Amadou, Moussa Baldé vient lui aussi de la Casamance. Depuis 2018, il fréquente les lieux. Il croit avoir trouvé dans ce métier le chemin de la réussite. Ma mère est décédée à mon jeune âge, donc j'ai vécu et grandi avec mon père que j'aide souvent dans ses activités. Ça arrive qu'on gagne beaucoup, entre 10 000 et 15 000 francs CFA. Au pire, nous ne gagnons pas plus de 3 500. Un autre profil tout à fait atypique, Abdourahmane Baldé, élève en 4e secondaire. À ses heures perdues, il est ramasseur de ferraille pour gagner sa vie, nous dit-il. Parfois, je me rends ici pour faire de petits boulots dans le but de me faire de l'argent. À l'arrivée du camion, nous marchandons avec les vendeurs jusqu'à trouver un terrain d'entente. Par la suite, nous ramassons toutes les matières, dont l'aluminium, le fer, entre autres. Déplorable si l'on sait qu'à l'échelle nationale, le taux brut de scolarisation est de 83,80% à l'élémentaire, dont 91,10% pour les filles. Dans l'enseignement supérieur, l'indice de parité est en constante progression. Et pourtant, des lois et des instances dédiées à la protection des enfants existent. Et le Sénégal a ratifié de nombreux textes internationaux. Je ne cautionne pas la présence des jeunes ici car c'est un milieu à risque. Il y a très souvent des accidents et c'est généralement avec des enfants qui ont à peine 10 ans. Ce sont des jeunes sans expérience qui ne font que vadrouiller. Ils sont là du matin au soir. Ces enfants, en majorité des Guinéens, sont laissés à eux-mêmes, mal vêtus. Ils sont exposés à des maladies de peau à cause du manque d'hygiène. Pour eux, seul l'argent compte et ils sont sourds à tout conseil pour les faire quitter ce milieu. Un jour, je m'entraînais avec deux d'entre eux et l'un d'eux m'a menacé avec un couteau.
nous étions les témoins, je l'aurais amené à la gendarmerie. Il doit avoir le même âge que mon fils, entre 13 et 15 ans. C'est la raison pour laquelle je me démène pour qu'il cesse cette activité. Mais ils ne comprennent pas ma position. Je ne le souhaite pas, mais ils peuvent trouver la mort s'ils dégringolent du camion. J'essaie tant bien que mal de les protéger. Si on attrape quelqu'un, il va finir en prison alors que c'est évitable. L'État doit prendre ses responsabilités et agir pour mettre fin à ce cauchemar. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant condamne le travail des enfants sur toutes ses formes, en son article 15, et l'article 32 de la Convention sur les droits de l'enfant qui affirme que l'enfant ne peut accomplir des travaux dangereux ou nuisants à sa santé, à son éducation et à son développement. Pour l'instant, la ferraille constitue un refuge pour ces enfants, sans aucune protection, victimes de l'exploitation. Mariam Biramba, la semaine de l'enfant africain coïncide avec les préparatifs de la Tabaski. L'exemple du marché à bétail de Missirah-Wadène, déjà bien approvisionné en moutons. Vous allez le voir, le secrétaire général du ministère de l'Élevage s'est d'ailleurs rendu sur place. Des dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'opération, nous dit Claire Diop. Le secrétaire général du ministère de l'Élevage et des Productions animales en visite ici dans le forêt de Missirah-Wadène, à quelques kilomètres de Koungheul dans la région de Kaffrine. L'autorité est venue rencontrer les éleveurs et autres acteurs du secteur pour faire le point sur des questions précises. Approvisionnement du marché en moutons, sécurité dans le forêt, disponibilité de l'aliment de bétail. L'assurance est donnée, le marché est bien fourni. On est très rassurés de ce que nous venons de voir ici à Missirah-Wadène. Rassuré par en tout cas les effectifs que nous avons vus ici et qui confirme aussi ce que nous avons noté à travers en tout cas le dispositif de suivi évaluation que nous avons au niveau national qui à date en tout cas indique un niveau d'approvisionnement meilleur que celui que nous avions à pareille période de l'année passée. En termes de chiffres, à J-17, nous en sommes autour de 416 000 sujets. Les moutons sont plus nombreux cette année. Plusieurs camions ont déchargé ici. Vous voyez le nombre dans le forêt. Les animaux qui sont sortis sont plus nombreux. Ils vont revenir le soir. Le marché à bétail de Missirah-Wadène, c'est aussi des sujets venus de l'étranger. Nous avons trouvé ici aussi une offre étrangère qui de reste aussi importante. Quand bien même cette offre, depuis quelques années, est sur une tendance baissière, qui confirme aussi les efforts que nos producteurs locaux sont en train de faire pour aller vers l'autosuffisance en moutons. La Mauritanie a beaucoup amené même de bétail. Je ne peux pas exactement estimer, mais c'est plus que ce qu'on a amené l'année passée. Le nombre qui est venu cette année est plus que l'année passée. Bon, nous, ce qu'on demande, c'est la sécurité seulement. Dans le cadre des opérations, des dispositions particulières sont prises pour accompagner les acteurs. Eau, assainissement, électricité et sécurité, le forêt dispose de commodités requises. Missirah-Wadène, avant, c'était une zone d'attente. Mais actuellement, tout le monde sait qu'en matière de forêt, au niveau de Missirah-Wadène, aujourd'hui, on peut dire que Missirah-Wadène, en période Tabaski, c'est le numéro 1 du Sénégal. Il y a la Gambie qui vient, il y a la Guinée-Bissau qui vient, il y a tout le territoire Sénégal qui vient ici pour acheter des moutons, pour ramener à Dakar, à Kaolack, n'importe où. Autre appui apporté par l'État du Sénégal, la subvention de l'aliment de bétail. 170 tonnes sont prévues pour la région de Kaffrine. La cargaison qui a été dédiée à ce forêt vient d'arriver. Une cargaison de 60 tonnes. Mais pour toute la région de Kaffrine, c'est 170 tonnes d'aliments qui ont été mobilisés pour appuyer les éleveurs. L'appui, c'est sous forme de l'aliment subventionné qui est mis à la disposition des éleveurs au niveau des points de vente.
L'appui est de l'ordre de 300 millions de francs CFA, soit 2200 tonnes d'aliments de bétail acquises pour les régions concernées. Le marché à bétail de Missirah Wadène, c'est 3 hectares avec des espaces spécifiques aménagés pour les petits ruminants, bovins et équidés, un abri pour les éleveurs, des quais d'embarquement et de débarquement, un bureau de gestion et un lazaret. Ici, les éleveurs exercent convenablement leur activité. L'infrastructure pastorale contribue à la modernisation du secteur. Claire Diop, chez les tailleurs, l'atmosphère est moins tendue comparée à l'année dernière à cette même période. À 2 semaines de la fête, le rush des grands événements est maîtrisé. Vous allez le voir, ces travailleurs s'organisent en interne pour satisfaire leur clientèle de plus en plus exigeante. Témoignage dans ce reportage de Fanta Badji. Dans cet atelier au marché HLM, des paquets d'habits prêts à être livrés encombrent l'espace. À quelques 2 semaines de la Tabaski, plus de 70% de la commande est confectionnée. On a déjà beaucoup fini parce que tout ce qui est là-bas, c'est déjà fini. C'est ça qu'on est en train de... ce qui nous reste, quoi. Mais on va honorer tous les habits qui sont... Mais les voiles là, on laisse ça à côté, quoi. Voilà. Vous procédez par priorité. Voilà, par priorité. Si on regarde celle-là qu'elle va porter pour le Tabaski, on court celui-là. Comme ça, le reste le voile, parce que c'est pour le matinal seulement. Voilà, on laisse ça comme ça. Ouais. Avec plusieurs années d'expérience, Souleymane rencontre moins de difficultés pour honorer ses engagements. Parce qu'avec les manifestations qui sont passées ici, ça nous a pénalisé beaucoup. Ça nous a beaucoup pénalisé, les 3 jours là, mais on va essayer de faire de rattrapage. Parce qu'on est en train d'augmenter l'heure du travail. Parce qu'à chaque fois, on descendait à 4 heures. Et maintenant, on descend à 7 heures. On revient vers 13 heures. Pour ça, quoi. Pour essayer d'honorer tous nos engagements, quoi. Aminata fait partie de ces clientes qui s'y prennent très tôt. Juste après la Korité, j'achète les tissus et je les amène chez le tailleur pour ne pas avoir de mésaventures ou de problèmes avec les tailleurs. J'aime pas attendre à la dernière minute pour aller me bousculer avec les tailleurs. À 4 semaines de la fête du mouton, plus aucune commande n'est enregistrée, à l'exception de celle des clientes prioritaires comme Mam Diara. Parce qu'on a barré avec... Ça reste 18 jours avant le Tabaski. On n'a pas pris d'habits, quoi. Voilà. Location, tu as tes factures, failli école, élèves. Je procède souvent par priorité. Je règle d'abord les factures, le loyer, la scolarité des enfants. Et s'il me reste un peu d'argent, je fais mes achats pour la Tabaski. Seydou est spécialisé dans la coupe pour hommes, particulièrement les costumes africains. Sans pression, il travaille à un rythme soutenu. On est là depuis plus d'1 mois sur l'événement. À redoubler d'efforts, à augmenter nos heures de travail. C'est pour cela. Parce que si on ne le fait pas, donc on risque de retarder certains clients. Et ça, on fait tout pour ne pas avoir de problème avec les clients. Parce que tous les clients ont besoin de leurs vêtements pour un date précis. Avec les modèles hommes, c'est moins de complexité. Les couturiers ont moins de problèmes avec les clients facilement satisfaisables. La plupart du temps, donc, il fait des costumes africains. Donc, vu que nous sommes dans le milieu professionnel, donc on préfère se s'habiller dans quelque chose de simple. Donc, mais avec la Tabaski, donc, comme tu le sais, donc le Sénégal, donc, on préfère suivre la tendance. C'est-à-dire de prendre le Getzner. Les hommes, ils n'ont pas de tendance, quoi, ne suivent pas la tendance. Mais cette année-ci, là, il y a une tendance avec les broderies ordinateurs, parce qu'on m'a beaucoup sollicité sur ça. Ouais. La Tabaski, c'est pour tous les âges. Yéli est dans la coupe de robe pour dames. Ses clientes d'un certain âge suivent aussi la tendance avec les tissus à la mode. La Tabaski, c'est pour tout le monde. Les personnes âgées font partie de la fête. Je fais des habits pour tous les âges, mais plus particulièrement les dames. Surtout celles qui vont à la Mecque. Le volume de travail est plus important pendant l'événement de la Tabaski.
Avec la forte demande en cette période, il n'y a point de répit pour ces tailleurs. En dehors du mouton, tissus et habits sont en première ligne des priorités pour les familles, 2 pièces ou 3 pour les hommes, avec les incontournables Getzner et bazin riche, ou encore le fil à fil. Et pour les dames, robes, taille basse, faux boubou en brodé, lafaya, pirra, bazin, Getzner, brocart ou encore perlage. Tout ce qui est tendance n'est pas de trop pour l'événement. Voilà, tout le monde va être le plus beau ou la plus belle pour la Tabaski. Cet élément met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la version Wolof du journal télévisé avec Cheikh Bamba Gueye. Merci de votre fidélité. Bonne et belle après-midi à tous.